Donc aujourd'hui, nous commençons vraiment le chapitre sur la dynamique. Donc nous allons d'abord, on avait commencé une petite introduction où nous avons défini certaines choses. Maintenant, nous allons considérer la deuxième section, c'est le principe d'inertie, Mabda al-Atala de Galilée. Ce principe, vous l'avez déjà vu, mais généralement, les gens ne font pas attention à ce principe qui est très important. Donc, son énoncé, donc nous allons donner deux énoncés. Le premier énoncé, l'énoncé direct, qui dit que selon son état initial, un corps isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Donc, c'est quoi ça? Si vous prenez un corps isolé, isolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action extérieure. ما تأثرش عليه قوى خارجية. Sinon, la somme des forces extérieures est égale à 0. وإذا ما كاش مجموع القوى الخارجية تكون تساوي صفر. Donc, deux cas pour un corps isolé. Soit il n'interagit pas du tout avec l'extérieur, soit la somme de ces interactions avec l'extérieur est égale à 0. On appelle ça un corps isolé. Maintenant, le principe d'inertie vous dit que si un corps est isolé, alors soit il est au repos s'il était déjà au repos, soit il est en mouvement rectiligne uniforme s'il avait déjà une vitesse. Donc ça c'est important et peut-être que je vais vous rappeler ce principe dans certains exemples. Alors comment on déduit ce principe? Par une petite expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux plans inclinés. Le plan incliné en noir, bien sûr, ça, ce n'est pas un point anguleux. Donc, normalement, ça devrait être bien fait, mais je n'arrive pas à dessiner bien. Je pense que vous comprenez. Ça, c'est un plan horizontal. Puis, on rencontre un autre plan incliné avec un certain angle alpha. Si on laisse une boule rouler, sans frottement, il ne faut pas qu'il y ait de frottement, on remarque qu'elle remonte jusqu'à une hauteur h dans le plan rouge. Donc on la lâche à partir d'une hauteur h dans un plan incliné en noir et on remarque qu'elle remonte jusqu'à la même hauteur h dans le plan incliné par alpha. Maintenant, si on change l'inclinaison du plan rouge, on prend alpha prime, un autre angle alpha qui est alpha prime qui est inférieur à alpha. Par exemple, alpha ici c'est 45 degrés, c'est clair que c'est 45. Alors donc ce alpha prime pourrait être 30, 35, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la boule remonte toujours à la même hauteur h. Donc, quel que soit l'angle alpha qu'on prend, s'il n'y a pas de frottement, la boule remonte à chaque fois à la même hauteur h. Maintenant, on se pose la question suivante. Si je prends le plan rouge horizontal et non pas incliné, donc je prends alpha égale à 0, la boule ne peut pas remonter jusqu'à h. Donc, elle va continuer son mouvement jusqu'à l'infini. Donc, elle aura un mouvement rectiligne et uniforme. Voilà, donc on a montré cette partie. Il est en mouvement rectiligne uniforme. Il est au repos, ça c'est évident. Donc, on le voit tous les jours. Est-ce que vous avez compris la déduction du principe d'inertie? Donc, voilà l'observation, donc ce que j'ai expliqué. Quel que soit alpha différent de 0, la boule remonte à la même hauteur h et s'arrête s'il n'y a pas de frottement. Conclusion, si alpha égale à 0, la boule ne s'arrête pas. Alors donc, j'ai oublié d'écrire quand même que ceci implique mouvement rectiligne uniforme. On peut... Oui. Oui. مبدأ العطالة
مبدأ العطلة كيما تاع الفيزيك اللي كنا نقراوه من قبل، ماشي حاجة نبدلها ولا. Donc, مانيش عارف, je ne sais pas. Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous pouvez comparer avec ce que vous connaissez et savoir si ça a changé ou pas. Maintenant, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, là, ça pose un problème. Donc, du moment que vous avez posé cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Donc, expliquez-moi. باسكو مسيو انا كي بيد ما دخلت كان جازت واحد 2 دقائق قيدني هكاك. Très bien. كما هو, c'est هالك. Selon son état initial, un corps isolé et soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est comme vous l'avez vu. Bon, je ne sais pas quel détail vous l'avez vu. Voilà, donc, مبدأ العطلة كما قريتوه في الليسي. Vérification. On le vérifie aussi. Donc ça, c'était comment on l'a déduit. Bon, j'ai lu quelque part, c'était l'expérience de Galilée, mais je ne suis pas sûr. Donc, pour vérifier qu'il est bien valable, il faut l'essayer dans d'autres situations. Donc, on essaie la table à coussin d'air. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une table dans laquelle il y a des trous. Donc, sur la table, il y a des trous. Elle est comme ça. Donc, la table, elle est comme ça. Ça, c'est la table. Donc, le dessin va apparaître bientôt. Et il y a des trous dans la table. De petits trous. Et on branche cette table à un compresseur. Un compresseur, c'est un appareil qui donne de l'air. Donc vous avez l'air qui vient selon ce tuyau et arrive à la table et sort par les petits trous. Donc vous avez tous les trous qui jettent de l'air. Est-ce que c'est clair? Je n'entends pas de réponse. Est-ce que c'est clair? مفهوم ولا ماشي مفهوم? D'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. هكا صعيبة. طرحت الصورة. Je sais. Donc, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit sur la table à coussin d'air. Oui. Oui. Bon, il y a tawila al-hawaiya. C'est une table branchée. Donc, est-ce que vous voyez le dessin? Oui. Donc, ça, Oui, monsieur. d'accord. Donc, ça, c'est une table qui possède des trous et elle est branchée à un tuyau puis à un compresseur qui donne de l'air. C'est une pompe qui donne de l'air. Donc l'air passe à travers le tuyau et sort par les petits trous. Donc vous avez beaucoup d'air qui sort par les petits trous. Si vous mettez un disque sur la table, un petit disque qui n'est pas très lourd, il va être suspendu par l'air. Il ne va pas toucher la table. Et comme ça, les frottements seront négligeables. Et quand vous poussez ce disque et vous lui faites
une stroboscopie, c'est-à-dire vous prenez des photos à intervalles de temps réguliers, vous allez vous apercevoir que son mouvement est uniforme. Et donc là, vous savez que un disque qui est sur l'air, il est isolé parce que la somme des forces est égale à 0. Et vous pouvez vous vérifier aussi que son mouvement est rectiligne et uniforme. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, il y a le deuxième énoncé du principe d'inertie, c'est la réciproque. Si un corps est au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme, alors il est isolé. Donc, c'était s'il est isolé, il est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, c'est l'inverse. S'il est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme, alors il est isolé. Ce n'est pas toujours évident. Donc, avec la réciproque, on a commencé un peu la dynamique. Mais, on continue avec une définition. Et puis, on arrivera aux lois de Newton. Non, les lois de Newton, mazal. Référentiel, donc maintenant on définit, après avoir énoncé le principe d'inertie, on définit ce que c'est un repère ou bien un référentiel galiléen ou bien d'inertie. On l'appelle aussi repère d'inertie. Excusez-moi, je ne l'ai pas écrit. C'est quoi un repère d'inertie? C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est valable. On n'a rien expliqué. Mais on retient la définition. C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est valable. Pourquoi on énonce ce principe-là? Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes dans une voiture. Quand vous êtes au repos, vous voyez qu'un arbre, il est au repos. D'accord. Si vous appliquez le principe d'inertie à l'arbre, vous dites que c'est ou bien une boule posée sur la terre, allez, au lieu de dire un arbre, une boule posée sur la terre. Si vous appliquez le principe d'inertie à la boule, vous allez trouver qu'il est vérifié. La boule, elle est isolée, elle est soumise à son poids et à la réaction du sol. La somme des deux forces est égale à 0. Donc, la boule, elle est isolée. Elle est au repos. Donc, le principe est vérifié. Boule isolée, elle est au repos. Maintenant, si vous roulez à une vitesse uniforme, vous allez voir que la boule vient vers vous. Donc, vous allez en direction de la boule. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous ne savez pas que vous êtes en mouvement, vous dites que c'est la boule qui vient vers vous avec une vitesse uniforme. Et là aussi, le principe d'inertie est vérifié parce que la boule, elle est isolée et elle est en mouvement uniforme. Donc, c'est le deuxième point. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, c'est clair. Maintenant, si vous êtes en mouvement accéléré avec la voiture, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que la boule vient vers vous en mouvement accéléré. Et là, le principe d'inertie ne s'applique plus. Vous avez, il n'est plus valide. Vous avez une boule qui est isolée, la somme des forces est égale à 0, mais elle est en mouvement accéléré. Donc, ça contredit le principe d'inertie. Pourquoi ça contredit le principe d'inertie? Parce que vous êtes dans un repère accéléré, donc il n'est pas galiléen. Est-ce que c'est clair? C'est ça le sens de cette définition. C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est valable. Si vous êtes dans une voiture en mouvement accéléré, vous allez trouver que le principe d'inertie n'est pas valable quand vous l'appliquez à une boule qui est en réalité au repos. Maintenant, bon, ça c'est une définition un peu générale, mais pratiquement c'est quoi? Les référentiels d'inertie sont au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres. يعني معالم العطالة راهم كامل بالنسبة لنفسهم. تعرفوا واحد مثلا, par exemple, on fixe un repère d'inertie. Tous les autres repères d'inertie sont soit au repos,
soit en mouvement rectiligne et uniforme par rapport au premier. Donc il suffit de connaître un repère d'inertie pour déterminer tous les autres. Mais malheureusement, ce repère d'inertie, à ma connaissance, jusqu'à présent, on ne le connaît pas. On ne connaît que des repères approximativement inertiels. يعني نعرفوا معالم عطلة بالتقريب ماشي دائما صحاح. Un exemple, la Terre. Le sol qu'on a, pour nous, c'est un repère d'inertie parce qu'il est au repos. Mais pourquoi on peut le considérer comme repère d'inertie? Parce que notre mouvement est court. On marche pendant 20 minutes, même 1 heure. Par contre, si on fait un long voyage avec l'avion, on peut remarquer qu'en fait, la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Et donc, ce n'est pas un référentiel d'inertie. Donc, en réalité, la Terre n'est pas un référentiel d'inertie. Mais on peut considérer le sol comme repère d'inertie pour les mouvements habituels. On a la même chose pour le Soleil. Le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, c'est un mouvement par rapport à un repère inertiel. Mais si on regarde toute la trajectoire du Soleil, on va remarquer que le Soleil en réalité n'est pas un référentiel inertiel, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça. J'ai déjà assez dit. Je passe maintenant à une première grandeur dont on a besoin en dynamique, c'est la quantité de mouvement. Je commence directement par la définition et la justification. Alors, si vous avez un vélo qui vient vers vous et que vous voulez l'arrêter, en général, s'il n'a pas une grande vitesse, vous pouvez l'arrêter avec vos mains. Maintenant, s'il y a une voiture qui vient vers vous, même si sa vitesse est petite, il vous sera difficile de l'arrêter parce que sa masse, elle est grande. Si le vélo vient avec une grande vitesse, aussi, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que sa vitesse est grande. Donc, j'ai résumé tout ça en disant que il est d'autant difficile, ou bien plus difficile, d'arrêter un corps que sa masse ou sa vitesse est grande. Donc, plus la masse est grande, ou bien plus la vitesse est grande, il nous est difficile d'arrêter ou bien de changer la nature du mouvement d'un corps. Alors, pour cela, on définit une nouvelle grandeur qui tient compte de ce fait. يعني تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء هذا. Donc, c'est quoi cette grandeur? C'est le vecteur. Attention, je l'ai écrit en rouge, c'est un vecteur. Le vecteur quantité de mouvement définit simplement P égale M fois V. Donc, vecteur P égale la masse fois le vecteur V. J'ai oublié de dire que c'est la masse M. Alors, si je regarde cette relation, je vois que le vecteur quantité de mouvement est parallèle à la vitesse et il est dans le même sens parce que M est positive. Attention, P ici n'est pas le poids, ce n'est pas mg. Il faut faire la distinction. Généralement, dans le contexte, on le comprend. En général, vous savez si P, c'est les quantités de mouvement, donc vous écrivez mv. Et si vous travaillez avec le poids, qu'on verra tout à l'heure, vous écrivez mg. Alors, l'expérience montre que P est une grandeur vectorielle additive. C'est quoi additive? Ça veut dire qu'on peut faire la somme. Que signifie cette phrase? Si vous avez la masse M1 qui a la quantité de mouvement P1 et la masse M2 qui a la quantité de mouvement P2, alors l'ensemble des deux masses M1 et M2, tout le système des deux masses a la quantité de mouvement total qui est égale à P1 plus P2 qui est égal à M1 V1 plus M2 V2. Donc ça, c'est la définition et les propriétés de la quantité de mouvement. Pourquoi on l'a définie? Parce que on peut reformuler le principe d'inertie en termes de quantité de mouvement. Le principe d'inertie vous dit que
se traduit par un autre principe. C'est le principe de conservation de la quantité de mouvement. Le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé reste constant au cours du temps. On dit qu'il est conservé. C'est-à-dire que si vous avez un système isolé, il est soit au repos, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Donc s'il est au repos, il reste au repos, sa vitesse est nulle et sa quantité de mouvement est nulle et elle ne changera pas parce que la vitesse ne va pas changer. Si il est en mouvement rectiligne et uniforme, ça veut dire que le vecteur vitesse est constant. Donc P est constant car sa masse est constante. Est-ce que c'est clair pour le principe de conservation de la quantité de mouvement? Si vous avez un corps qui est isolé, alors la quantité de mouvement se conserve. Et nous prenons un exemple en supposant comme donnée le système est conservé. Le système est isolé. Donc je prends un système de deux masses, M1 et M2, et je vous dis qu'il est isolé. Donc vous devez l'admettre. Sinon, ça nous prendra beaucoup de temps pour montrer qu'il est isolé. On lance la première masse M1 avec une vitesse V1 vers la deuxième masse. Toutes les deux, elles sont posées sur un plan horizontal. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Très bien. Donc, toutes les deux, elles sont sur un plan horizontal. La première masse est lancée avec la vitesse V1. La deuxième, elle est au repos. Après, quand la masse M1 arrive sur la masse M2, il y aura un choc. Après le choc, la masse M1 continue son mouvement avec une vitesse V'1. Je l'ai dessinée vers la droite, mais elle peut être vers la gauche, ça dépend. Et la masse M2 aura maintenant une vitesse V'2, qui met le jeu les boules, ou bien le billard, etc. Mais ça, c'est dans un mouvement à une dimension pour simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Après. Oui? Après, qui قاسو ولات هكا la vitesse تاع الدوزيام. Très bien. Ou même تاع le premier تبدلت ولات V1 prime. ماشي V1. D'accord. Donc, c'est avant le choc et ça, c'est après le choc. Normalement, pour étudier ça, nous devons écrire les lois de Newton et résoudre, etc. C'est tout un travail difficile. Mais avec la conservation de la quantité de mouvement, j'écris la quantité de mouvement avant le choc. C'est M1 V1 plus M2 V2. La quantité de mouvement totale, hein, c'est la quantité de mouvement de M1, c'est M1 V1, plus la quantité de mouvement de M2, c'est M2 V2. Mais V2 égale à 0, donc on trouve M1 V1. La quantité de mouvement après le choc, P' total, c'est M1 V1' plus M2 V2'. Maintenant, on a dit que M1, le système, tout le système, pas M1 tout seul ou M2 tout seul. Là. M1 tout seul, il était d'abord isolé. Pendant le choc, il n'est pas isolé parce que M2 agit sur M1. Et inversement, même M2 n'est pas isolé pendant le choc. On verra un exemple général après. Donc M1, M2 est isolé avant, pendant et après le choc. C'est important qu'il soit isolé pendant tout le temps. Donc ça, c'est une donnée. Donc si le système M1, M2 est isolé, donc la quantité de mouvement se conserve, donc P total égale P' total. Donc elle ne change pas. Donc on écrit M1 V1, vecteur A, égale M1 V'1 plus M2 V'2. Si je fais la projection sur l'axe X, donc j'enlève les vecteurs et je laisse les valeurs algébriques. Toutes ces valeurs peuvent être négatives ou positives. Hein. Donc je ne vais pas écrire moins V'1, je laisse tel quel. Donc M1 V1 égale M1 V'1 plus M2 V'2. Donc j'ai obtenu une équation. Si je connais deux vitesses, je peux déterminer la troisième.
En général, on connaît V1 et on mesure V'1. On détermine V'2. Ou bien on connaît V1, on mesure V'2, donc on peut déterminer V'1. Sinon, on mesure V'1 et V'2 sans connaître V1. Et après, on détermine V1. Ça dépend des problèmes. On peut poser le problème comme on veut. Mais oui. On mesure. Wesh? J'ai pas Qui va entendu. en moins. Qui va en mesure? En mesure. Qui va en mesure la vitesse? On prend des photos à delta t. Moi, le fin de dire. C'est bon. Est-ce que vous avez compris? Si je veux mesurer V'2, je prends mon téléphone et je prends avec les flashs successifs, les photos successives. Paf, il me prend 3, 4 photos, 5 photos, 10 photos. Et une fois qu'il me prend 10 photos, je connais l'intervalle de temps, je mesure les distances et je déduis V'2. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, dans ce cas-là qui est général, on prend deux cas particuliers. Supposons que, donc ça sûrement vous l'avez vu dans les jeux de boules. Quelquefois, vous lancez la première boule, elle touche la deuxième et s'arrête. Et la deuxième repart. Donc, V'1 ici est égal à 0, yani M1. Quand elle touche M2, elle s'arrête et puis c'est M2 qui part. Donc, si V'1 égale à 0, cette équation, qu'est-ce qu'elle me donne? Donc, je vais peut-être l'écrire, bien que mon micro me pose des problèmes. Il est devenu long. Donc, si V'1 égale à 0, l'équation étoile, qu'est-ce qu'elle devient? M1 M1 V1 pardon égale 0 plus M2 V'2. C'est ça. Donc V'2 égale M1 sur M2 fois V1. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, on voit que si M1 est plus grand que M2, V'2 est plus grand que V1. Si M1 est plus petit que M2, V'2 est plus petit que V1. Le deuxième cas, si V'2 égale à 0. Oui. Est égal à moins V1. Amninjat, l'équation étoile. Donc, je répète l'équation étoile encore. Donc l'équation étoile, elle est ici. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai M1 V1 égale M1 V'1 égale 0. Et donc ce qu'on trouve, on simplifie par M1. Et on trouve que V1 est égal à V'1. Donc ce n'est pas V'1, c'est C+. Ça veut dire que la masse M1 continue son mouvement avec la même vitesse. Et ceci n'est pas possible. Donc on passe au deuxième. Donc à la généralisation. Maintenant, pour généraliser, qu'est-ce qu'on fait? On lance une masse M1 dans une direction et une masse M2 dans une autre direction et elles se rapprochent, pas obligatoirement sur la même ligne. J'ai dessiné juste comme ça. Et l'interaction, généralement, elle a lieu dans une certaine zone. Hors de la zone, M1 et M2 n'interagissent pas. Et dans la zone d'interaction, elles vont agir. Elles vont interagir, pardon. J'essaie de trouver un exemple concret, mais...
monsieur شو كيما تاع البيع ماشي بسي في البيار لا لا. Par exemple, vous avez une comète qui passe près de la Terre. يعني comète, je sais pas comment elle s'appelle en arabe. ماهوش الشهاب نيزك وقيلة ولا حاجة. مذنب. مذنب. دونك يجوز مذنب قدام الأرض. M1 هو المذنب و M2 هي الأرض. Donc M2 c'est la Terre et M1 c'est la comète. Donc quand elle passe, quand elle est éloignée de la Terre, il n'y a pas d'interaction. Il y a une interaction, mais elle est très faible, on peut la négliger. Mais quand elle se rapproche de la Terre, à une certaine distance, la comète commence à ressentir l'effet de la Terre. Et au lieu de continuer tout droit, elle tourne. Donc elle fait ça. Donc voici, ça c'est la Terre. Et vous avez une comète qui passe comme ça. Au début, elle a un mouvement rectiligne et uniforme, parce qu'elle est loin de la Terre. Mais dès qu'elle se rapproche de la Terre va l'attirer, elle va faire ça. Donc sa trajectoire, elle va changer. Et quand elle s'éloigne de la Terre, elle continue en mouvement uniforme. Donc voici la trajectoire d'une comète. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai pris, donc, quand on arrive au deuxième schéma, c'est là que je vais expliquer. Donc, avant, donc je vais considérer le cas avant l'interaction. Donc, ici, il n'y a pas d'interaction entre M1 et M2. Donc, dans ce cas, M1, il est isolé parce qu'il n'interagit avec rien. Donc, sa quantité de mouvement P1, elle est constante. Elle est égale au vecteur C1. M2 est aussi isolé. Donc, sa quantité de mouvement P2 égale C2, elle est constante. L'impulsion totale, la quantité de mouvement totale de M1 et M2, c'est P1 plus P2. C'est C1 plus C2, donc c'est aussi constante. Et bien sûr, le système M1, M2 est isolé, donc sa quantité de mouvement, elle est constante. Maintenant, ça c'est avant l'interaction. Maintenant, on considère le cas où on est pendant l'interaction. C'est-à-dire que M1, elle entre dans la zone d'interaction et M2 entre dans la zone d'interaction. Alors, ces deux masses, elles se repoussent. Donc, je vais considérer l'interaction de leur charge. Par exemple, M1, elle est chargée avec une charge positive et M2, elle est chargée avec une charge positive. Et comme elles sont toutes les deux de charge positive, elles vont se repousser. Donc, M1 ne peut pas continuer en ligne droite. Donc, elle va changer son mouvement. Elle va être redirigée dans cette direction. La masse M2 aussi. Sa trajectoire va être déviée dans cette direction pour s'éloigner de M1. Dans ce cas-là, M1, est-ce qu'il est isolé? Non, la masse M1 n'est pas isolée parce qu'elle interagit avec M2. Donc sa quantité de mouvement P'1 n'est pas constante. La masse M2, est-ce qu'elle est isolée? Non, elle n'est pas isolée parce qu'elle interagit avec M1. Donc sa quantité de mouvement n'est pas constante. Et on voit, elle change de direction. Le vecteur P'1, il est toujours tangent à la trajectoire parce qu'il est parallèle à la vitesse. Donc il change de direction. P'2 aussi change de direction. Donc il n'est pas constant. Donc on voit dans ce cas-là que M1 n'est pas isolé, M2 n'est pas isolé et la quantité de mouvement de chaque masse n'est pas conservée. Par contre, le système complet M1, M2 n'interagit pas avec l'extérieur. Donc, il est isolé. Donc, la quantité de mouvement P' total, c'est P'1 plus P'2. P'1 varie, P'2 varie, mais P' total ne varie pas. C'est toujours le même vecteur constant C qu'avant l'interaction. Parce que le système est toujours isolé. Est-ce que c'est clair pour ce point? Monsieur, ما فهمتش هذيك اللي قلت لنا M1 et M2 non isolés, moi قلت لنا تحت M1 et M2 isolés, ما فهمتهاش كيف. Ah d'accord, peut-être que je me suis mal exprimé. M1 non isolé tout seul. M2 tout seul non isolé.
le système M1, M2 est isolé. Si j'ai dit quelque chose d'autre, c'est que je ne me suis pas bien exprimé. Donc, M1 tout seul, il n'est pas isolé parce qu'il interagit avec M2. M2 tout seul n'est pas isolé parce qu'il interagit avec M1. Mais le système total M1 et M2 à la fois, c'est un système qui n'interagit pas avec l'extérieur. Il y a une interaction interne entre M1 et M2. Donc le système M1, M2 est isolé. Est-ce que c'est clair pour ce point? Oui, monsieur, oui. Pour les autres, s'il n'y a pas de remarque, ça veut dire que c'est clair. Oui, monsieur. Clair, c'est clair. Donc, pour le système qui est tout le temps isolé, la deuxième quantité de mouvement est égale à la première. Donc, c'est toujours le même vecteur C. Maintenant, M1 sort de la zone d'interaction et M2 sort de la zone d'interaction. Donc, nous avons M1 qui est redevenu isolé parce qu'elle n'interagit avec rien et M2 est aussi redevenu isolé. Donc, sa quantité de mouvement, elle est constante. J'ai P seconde 2 qui est égal à C2 prime ou seconde, C2 seconde. Et P1 seconde est égal à C1 seconde vecteur, c'est-à-dire qu'il est constant comme vecteur. Donc, la quantité de mouvement de M1, elle est constante. La quantité de mouvement M2, elle est constante. Mais on voit bien que P2 prime est différent de P2. Parce qu'entre-temps, ça a changé. P'2 à P seconde 2 est constant. P1 seconde est constant, mais différent de P1. Par contre, le système total, il est toujours isolé. Donc, sa quantité de mouvement total, P seconde total, égale P1 seconde plus P2 seconde, est égal toujours à la même constante. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, quelle est la différence de ce cas général avec l'exemple de tout à l'heure? C'est que la zone d'interaction, je l'ai dessinée, elle est large. Par contre, pour l'exemple de tout à l'heure, le choc M1, M2, la zone d'interaction, c'est quand ils se touchent uniquement, c'est un point. Et le temps d'interaction, c'est delta t qui tend vers 0. Très petit. Est-ce que c'est clair? Pour les deux masses. Pas de réponse, donc je continue avec un exemple qui était un exercice que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, je le fais. Bon, bien qu'il ne soit pas vraiment très important. Donc, nous avons un exercice où nous avons une petite voiture de masse, un petit M qui est égal à 500 kg. C'est une Maruti. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Et nous avons un camion qui arrive de ce côté-là avec une vitesse grand V et une masse grand M. Donc, la masse grand M, c'est 2 tonnes pour le camion et la masse petit m pour la Maruti, c'est 500 kg. Il entre en collision, c'est un accident. Et s'entremêlent, donc ils vont ensemble dans cette direction. Ils se collent l'un à l'autre et ils vont dans cette direction qui fait 45 degrés avec l'horizontale ou bien avec cet axe-là ou avec l'autre. C'est la même chose. Donc bien sûr, ils vont y aller avec une vitesse V'. Il y a un témoin qui dit que le camion roulait à une vitesse grande de 80 km à l'heure dans une petite agglomération. En effet, Plaza Srera, au Kanyemchi à 80 km à l'heure. Pardon, j'ai oublié d'écrire à l'heure. D'accord. Alors le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît la conservation de la quantité de mouvement. Il calcule.
Donc, pour lui, c'est le système des deux voitures, du camion et de la voiture, est un système isolé. Donc, sa quantité de mouvement est conservée. Donc, la quantité de mouvement initiale m fois v petit v plus grand M fois v, donc quantité de mouvement de la voiture plus quantité de mouvement du camion, égale la quantité de mouvement final, c'est les deux à la fois qui vont à la vitesse v'. Donc c'est le système après, donc ils sont collés, donc c'est une seule chose qui a la masse petit m plus grand M fois le vecteur v'. Ça c'est quelque chose de simple, donc on trace les vecteurs et on trace mv et grand M fois grand V, et on trace la somme, et on trouve petit m plus grand M fois v'. Voici le dessin. Petit m fois v, grand M fois grand V, leur somme, c'est grand M plus petit m fois v'. Et l'angle entre les deux ici, c'est 45, et en haut, c'est bien sûr 45. Est-ce que c'est clair jusque-là? Monsieur. Oui. grand M ام صغير يخبطوا ايه ومن بعد بين زوج يروحوا يكونوا خابطين مازالهم لاصقين ويروحوا في هذيك الزاويه تاع 45 ولا سي صحيح. الماروتي قاست في الكاميون ولصقت فيه وراحوا كيف وبين زوج راهم لو ميم فيتاس كي يكونوا لاصقين بالسيف يكونوا بلا ميم فيتاس. ما تشوفش باللي ما تنسى باللي الدور على روحها وكامله. هذه سي دي بوين، احنا بور نو سي دي بوين ماتيريال، سا تورن با اوتور دو سوا، ولا نساو هاد الحكايات كامل. سي سامبل. وي وي كيما الكاميون بوا كثر من الطوموبيل، تما ماشي راح تكون الزاويه راح تجي اكثر من 45 كيما من الجهه اللي راك راسمها تجي اكثر من 45. سا ديبون. الكاميون عنده شغل بي كبر من الام، كبر من البي تاع الام. ماشي البي لا ماس برك. لا ماس حنا صح. كي نمشيو بين زوج بلو ميم فيتاس ولا فيتاس كبيره قريبه من بعضهم راح تكون الام شغل بي كبر تاع الكاميون. Merci pour la question. عنده ان ماس كبر. Merci pour la question et pour votre raisonnement physique. Et cela me permet maintenant d'expliquer la quantité de mouvement. L'essentiel choc, ce n'est pas la masse. ماشي الكاميون عنده une grande masse ولا la voiture عندها une petite masse. masse fois vitesse. masse fois vitesse. تقدر الكاميون يكون يمشي avec une petite vitesse والأخرى تكون تمشي avec une grande vitesse. Nous allons voir et vous allez voir que c'est possible. Bon, bien sûr, enfin, possible, ça dépend. Donc on verra. D'accord, تفهمنا شوية على هذه. في la fin نزيدو ما تبان مليح. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, est-ce que vous avez compris le dessin que j'ai fait? Petit m fois v, grand m fois grand v. La somme des deux vecteurs, c'est le vecteur diagonal. On sait le faire. Maintenant, dans ce dessin-là que j'ai un triangle rectangle qui est comme ça. Le côté opposé à 45 degrés, c'est petit m fois v. Et le côté adjacent, c'est grand M fois grand V. Donc, le muqabil ou petit m fois v. Ou le mujawir ou grand M fois v. Si je calcule la tangente à 45 degrés, qu'est-ce que je dois écrire? Petit m fois v sur grand M fois grand V. Donc, je l'écris. Tangente, c'est pas moi, c'est le gendarme qui l'a écrit. Tangente 45 degrés, c'est petit m fois v sur grand M fois grand V. Maintenant, tangente de 45 degrés, c'est 1. Et on a petit m sur grand M fois v sur grand V. Maintenant, on peut déterminer la vitesse de la Maruti. Donc, petit v, c'est grand M fois grand V divisé par petit m. Donc, voilà. Si je fais l'application numérique, parce que maintenant, j'ai les données. J'ai grand M, j'ai petit m, et j'ai le témoin qui me dit que c'est plus grand que 80 km à l'heure. Si je remplace ça, je trouve que la vitesse de la Maruti, c'était 320 km par heure. Donc, c'est plus que celle d'un avion.
Donc ça démontre que le témoin a menti. Mais il reste toujours possible, si la Maruti ou une autre voiture qui a la même masse peut aller jusqu'à 320 km par heure, si elle heurte un camion, ils peuvent aller tous les deux à 45 degrés. Bien que la masse du camion, elle est plus grande. Donc la masse du camion, c'est 4 fois la masse de la voiture. Mais si la vitesse, alors 320, c'est 4 fois aussi la vitesse du camion. Vous pouvez aller à 45 degrés. Est-ce que c'est clair pour répondre à la question de votre camarade? Donc si les rapports des vitesses est le même que celui de rapport des masses, vous allez à 45 degrés. Bien sûr, s'il reste collé. Maintenant, s'il ne reste pas collé, c'est un autre problème. Voilà, donc on continue et on passe à la dynamique. Monsieur, Oui, là, هنا كي قلت لنا ام فوا في فوا لا فيتاس تاع طوموبيل بلوس لا ماس تاع الكاميون فوا لا فيتاس ديالو كي قلت لنا ايتيغال ام بوتيت ام بلوس ام غران فوا لا فيتاس V prime. في بريم هذيك لا فيتاس في بريم تكون هي نفسها تاع الكاميون نفسها تاع طوموبيل. راهم لاصقين. Ils sont collés l'un à l'autre. راهم لاصقين في بعضهم. زوج حوايج لاصقين في بعضهم، لي فيتاس تاعهم يكونوا مختلفين. ما لا مسيو لا علاش الناس هذيك بدي يقولوا دا وين الزاوية راحت شنو الجهة. على لا تخمن بالعقل. Votre question, mademoiselle. مسيو كي لصقوا ما علاش هذيك لونغ 45 واش يبريزونتي هذاك شفناهم كيفاش راحوا. حنا واش نديرو تما نشوفوا لا طراس تاع لي غوت تاعهم كي مشاو خرجوا من الطريق. دونك نشوفوا نقدروا نقيسوا هذيك الزاويه. حنا ماناش عارفين كيفها راحوا. حنا شفنا لاكسيدون صرا كانوا قادرين. شوف جو فوز اكسبليك هكذا معليش بالعربيه باش تفهموا مليح. قاسوا في بعضهم، كانوا قادرين يقيسوا في بعضهم ويتفرقوا. كانوا قادرين يقيسوا في بعضهم، الكاميون يحبس والطوموبيل ماروتي تعاود تولي للور. بون الاخرى ما كانش منها بصح نقولوها كان قادر الماروتي تحبس والكاميون يروح. وكانوا قادرين يلصقوا في بعضهم يروحوا في اي اتجاه. هذا الكهرباء في هذه الحالة هذه قاسوا في بعضهم لصقوا في بعضهم وراحوا كيف كي راح نقصنا الزاوية من راحوا لقيناها 45. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez les questions, c'est bien. On pourra mieux comprendre. Ce n'est pas l'exemple qui m'intéresse beaucoup plus. Vous comprenez mieux la quantité de mouvement et comment on travaille avec. Monsieur, là on a le système ما بين الام 1 والام 2 isolé. Bien sûr, comme le gendarme, il sait qu'il est isolé. هو كاين des forces. كاين le poids, la réaction du sol, كاين le frottement, etc. Mais on considère juste avant le choc et juste après le choc. باش les frottements ما يكونوش بزاف. Où la force de frottement elle devient négligeable devant la force de la frappe de le choc. Mais je ne veux pas expliquer ça. On accepte que c'est on admet qu'il est isolé. Mais pour le montrer, ça mérite du temps. Ça nécessite un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? فهمتوا لا كيستيون تاع صاحبكم؟ هو على بالو بالاخر عنده لا بوتيت تام عندها لو بوا تاعها كاين لا رياكسيون دو سول كاين لي فروتمون كومون سا ils sont isolés. Bon, on peut dire que pour le poids et la réaction c'est isolé parce que P plus R égale à 0. Et le frottement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une force extérieure, c'est l'action de la terre sur les voitures. Mais pendant le choc, parce que le delta T est très petit, la force mise en jeu dans le choc, elle est très grande devant les frottements et on peut les négliger. Voilà. Je continue. Oui.
D'accord, donc on passe maintenant à l'autre partie. Donc ce que vous devez retenir ici, l'essentiel c'est quoi? Système isolé, quantité de mouvement ne varie pas, elle est conservée et je peux l'utiliser pour résoudre des problèmes. Maintenant on passe au à la quatrième section, les lois de Newton que vous connaissez très bien, mais on les répète d'une manière un peu plus générale. Donc je vais directement les citer pour gagner du temps. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai du temps, mais en fait, j'avais oublié. Je n'avais pas vu dans mon planning quelque chose et je me suis trompé. Donc, loi 1, c'est l'inertie en termes de force. Donc, c'est le principe d'inertie formulé en termes de force. La force appliquée à un corps est nulle si ce dernier est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. C'est la réciproque du principe d'inertie. Le principe d'inertie vous dit que si un système est isolé, il est au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme. La réciproque vous dit que s'il est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors il est isolé. Isolé, ça veut dire, maintenant on le formule avec explicitement le terme force. La force appliquée à un corps est nulle si ce dernier est au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme. Donc, si V égale à 0 ou V égale vecteur constant, alors F est égal à 0. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est la force. Donc, première constatation, première propriété de la force, c'est quoi? Si le mouvement est rectiligne uniforme ou bien au repos, F égale 0. Ça, mais chez Newton, ce n'est pas Newton, c'est Galilée. Mais Newton a su le formuler avec une force. À partir de là, il a déduit que la force est égale à 0. La deuxième loi, c'est la relation fondamentale de la dynamique. C'est la relation qu'on écrit RFD. Et c'est la définition de la force aussi. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas ce que c'est une force. Si un corps de masse constante a une accélération A, alors il est soumis à une force F égale MA. Je ne sais pas ce que c'est la force. Je mesure l'accélération et je dis que s'il y a accélération, donc il y a une force. Et cette force, c'est quoi? C'est la masse fois l'accélération. Donc pour connaître la force, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mesurer l'accélération. Une fois que je connais l'accélération, je peux déterminer la force. ما نعرفوهاش في الحقيقة la force وشنو هي نعرفو الخصائص تاعها. On connaît ses propriétés, point d'application, direction, sens et intensité. L'intensité, c'est Newton qui l'a donné. L'intensité de la force, c'est M fois l'accélération. Donc la masse M, on l'appelle masse inerte. الكتلة العطلية. Pourquoi عطلية? Pourquoi inerte? Parce que plus la masse est grande, plus l'accélération est petite si la force est constante. La deuxième loi que l'on connaît comme ça peut se généraliser en termes de quantité de mouvement. Avec la quantité de mouvement P, on écrit la force égale D de P sur dt. Avec P égale M fois V. Si je dérive M fois V, je dérive la vitesse, donc c'est M fois D de V sur dt, mais il se peut que la masse soit variable. Donc je dois dériver aussi la masse, donc c'est D de M sur dt fois V. Si la masse est constante, le deuxième terme est nul, et il ne reste que M fois l'accélération. Est-ce que vous avez compris? Généralement, la masse, elle est constante. Généralement, la masse, elle est constante. Ok. Ah, d'accord. Alors j'ai donné l'exemple ici de la propulsion. Et il y a des fusées à propulsion. Donc les fusées qu'on lance pour mettre des satellites en orbite. Les fusées, qu'est-ce qu'elles vont? Comment elles décollent et comment elles sont en mouvement? Elles ont du gaz à l'intérieur qui brûle, donc elles rejettent ce gaz brûlé et elles avancent.
Donc la masse, elle est variable. Donc il faut tenir compte de la masse du gaz qui est éjecté. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Donc la fusée, c'est un solide plus du gaz. On lâche un peu de gaz et ça avance. Donc pour décrire cette équation, on ne peut pas la décrire autrement que comme ça, tenir compte de la variation de la masse. Ou bien plus simplement, un ballon que vous gonflez. Un ballon que vous gonflez et que vous laissez le trou, vous ne le fermez pas, que vous lâchez. Qu'est-ce qui va arriver? Le ballon va bouger dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il lâche du gaz. Et si vous voulez étudier ce mouvement, il faudra tenir compte de la variation de la masse du ballon due à la perte de gaz. Voilà, donc attention ici dans l'équation, dans la loi de Newton, F égale ma. On peut la comprendre dans les deux sens. Je cherche, je ne connais pas la force et je la cherche. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des mesures de l'accélération, plusieurs mesures de l'accélération, et avec ça je détermine la force. Ça c'est le travail d'un physicien. Il trouve les lois de la nature. Maintenant, une fois, si je connais la force, j'applique la force à une masse m. Je peux calculer l'accélération. Ça, c'est le travail du technologue, celui qui fait de la technologie. Il connaît les forces, il trouve un système ingénieux pour trouver les accélérations qu'il faut, pour fabriquer des voitures, des trains, des bateaux, etc. Donc il faut comprendre toute relation doit être comprise dans les deux sens. Je ne connais pas la force, je détermine l'accélération et puis je détermine la force. Une fois que j'ai déterminé la force, j'applique cette force à plusieurs systèmes et je détermine leur accélération par calcul. Je prédis l'accélération. La troisième loi, c'est le principe de l'action et de la réaction, ou bien c'est la conservation de la quantité de mouvement. Donc, il découle de la conservation de la quantité de mouvement. Alors, c'est quoi cette troisième loi? Si M1 agit sur M2 avec une force F12, alors M2 agit sur M1 avec la force F21 qui est égale à moins F12 en vecteur. Yani elle est égale en module et elle est opposée en sens. Bien sûr, elles ont toutes les deux la même direction. Comment on démontre ça? Grâce à la conservation de la quantité de mouvement. Si nous avons uniquement deux masses qui interagissent et rien d'autre, donc le système M1, M2 est isolé. M1 n'est pas isolé, M2 est isolé. Pardon, mais le système M1, M2 est isolé. Dans ce cas, la quantité de mouvement, elle est constante totale. P1 plus P2 égale vecteur constant. Maintenant, si je dérive par rapport au temps, d2P1 sur dt plus d2P2 sur dt, la dérivée du vecteur constant, ça donne 0. Pardon, là je suis allé trop vite. Et ceci implique quoi? Ceci implique que d2P2 la dérivée de P2 par rapport au temps égale moins la dérivée de P1 par rapport au temps. Est-ce que ce que j'ai écrit apparaît chez vous? Très bien. Donc à partir de... تهضر وتتقطع. Oui, راني غير je répète, à partir de quand ça s'est coupé? d'accord.
Donc voilà, j'ai commencé la preuve. M1, M2 isolé. Donc, quantité de mouvement total égale constante. Quantité de mouvement total, c'est P1 plus P2 égale constante. Je dérive ça par rapport au temps. D2P1 sur dt plus D2P2 sur dt égale 0. Et à partir de là, je déduis que D2P2 sur dt égale moins D2P1 sur dt. Maintenant, j'utilise la deuxième loi. D2P2 sur dt, c'est quoi? C'est la force qui agit sur la masse 2. Pardon, j'aurais pas dû écrire ça. Je n'ai pas vu que c'était un plus. Je voyais que c'était un égal. Donc, D2P2 sur dt, c'est la force qui agit sur la masse 2. Donc, c'est F 1, 2. Parce que c'est la seule force. Et D2P1 sur dt, d'après la deuxième loi de Newton, F égale D2P sur dt, c'est la force qui agit sur la masse 1. Donc c'est F de 1. Et entre les deux, il y a un signe moins. Ici, j'ai écrit directement la somme. Donc D2P1 sur dt, c'est F de 1, plus D2P2 sur dt, c'est F12 qui est égal à 0, et ça conduit aussi au même résultat. Donc vous voyez ici que le principe de l'action et de la réaction, c'est en fait une conséquence de la conservation de la quantité de mouvement pour un système isolé. Quelques petites remarques avant de terminer. On peut, comme la force c'est la dérivée de la quantité de mouvement, je peux définir une force moyenne, comme dans le cas de la vitesse. La force moyenne entre l'instant T1 et l'instant T2, c'est la quantité de mouvement en T2 moins la quantité de mouvement en T1 sur T2 moins T1. Et qu'on écrit aussi delta P sur delta T. On voit que la force moyenne augmente si delta P augmente ou bien delta T diminue. On ne tend pas vers 0, ça c'est un point. Hein. Donc, pour avoir une grande force, donc il faut varier la quantité de mouvement beaucoup, ou bien le temps d'interaction doit être très petit. La force instantanée, donc on revient à la loi de Newton, la force instantanée, c'est la limite quand delta T tend vers 0 de la force moyenne entre T et T plus delta T. Mais ça, on l'a déjà fait avec la vitesse et l'accélération, je n'explique pas beaucoup, et c'est la dérivée de P par rapport au temps, donc on retrouve la loi de Newton, mais c'est des maths, donc c'est évident qu'on allait le trouver. La question qu'on peut vous poser dans les exercices, c'est on vous donne, donc quelquefois on vous demande de calculer la force moyenne, et après on vous demande de calculer la force instantanée. La force instantanée, c'est la force moyenne, mais au milieu de l'intervalle de temps. Donc je rappelle que Tm, que je n'ai pas écrit, donc Tm c'est quoi? C'est T1 plus T2 sur 2. Excusez-moi, je suis allé trop vite, je répète. La force instantanée à l'instant Tm est égale à la force moyenne entre T1 et T2. Avec Tm, le milieu de l'intervalle T1, T2, c'est-à-dire Tm égale T1 plus T2 sur 2. C'est exactement comme on fait avec la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, et l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. Ça, c'est uniquement des maths. On définit aussi l'impulsion élémentaire. L'impulsion, c'est la variation de la quantité de mouvement. Élémentaire pour le différentiel d, c'est dp très petit, qui est égal à f fois dt. Bien sûr, dp égale f fois dt. Et ceci implique que p à l'instant t2 moins p à l'instant t1, c'est l'intégrale de t1 jusqu'à t2 f de t dt. Et c'est aussi la surface
entre F, T1 et T2. Donc c'est exactement comme on a fait pour les vitesses et les positions, bien l'accélération et la vitesse. Dans la nature, dernière remarque, dans la nature, nous avons 4 forces fondamentales. Et c'est ces forces-là qui engendrent toutes les autres forces. يعني عندنا القوى الأساسية هي la force gravitationnelle, c'est l'attraction entre les masses, تجاذب بين الكتل, gravitationnelle. La force électromagnétique, électrique et magnétique. La force faible, qui vous donne la radioactivité, vous l'avez vu au lycée. Monsieur, Oui, c'est quoi électromagnétique? je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Je l'ai laissé en vert. Je l'ai écrit en vert parce que c'est tel que nous ressentons. On connaît le monde à travers la force électromagnétique. La force faible, vous la connaissez, c'est elle qui est responsable de la radioactivité, comme la radioactivité alpha, les isha'at, les rayonnements nucléaires, un noyau. Et la force forte, c'est elle qui est responsable, on dit, de la cohésion du noyau. Tamasuk nawat. هذه التفاعلات القوية هي المتسببة في تماسك النواة تاع الذرات. القوة الضعيف التفاعل الضعيف هو السبب في إشعاع النواة. ياكم قريتوا ياك الإشعاعات en terminale je pense. La force gravitationnelle قوة الجذب العام هي c'est l'attraction entre les masses والتجاذب بين الكتل. La force électromagnétique, elle possède deux choses. D'abord, la force électrique. C'est l'interaction entre les charges. تفاعل بين الشحنات مثلا. شحنات المتماثلة تتنافر والمتعاكسات تتجاذب. Magnétique, c'est l'interaction entre les aimants. يعني entre المغناطيس واسمها الكهرومغناطيسية، التفاعلات بين الكهربائية والتفاعلات المغناطيسية. Le monde que nous voyons, nous le voyons à travers la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est un champ électrique avec un champ magnétique qui se propage. Donc le monde que nous le connaissons à travers la lumière, et c'est une onde électromagnétique. Les télécommunications qu'on fait maintenant, Internet qu'on fait, ou les téléphones aussi, se fait à travers des ondes électriques et des ondes magnétiques. Nous ne traversons pas un mur à cause de l'interaction électrique et de l'interaction magnétique. Donc tout ce que nous savons dans ce monde, c'est à 90%, c'est de l'électromagnétisme. Le reste, le gravitationnel, c'est le fait que le soleil, que la Terre tourne autour du soleil, etc. et que les objets ont un poids. L'interaction faible, on la voit très rarement. Et l'interaction forte, on ne la voit pas du tout. Bien sûr, elle y est, c'est à cause d'elle que nous existons. Il y a un noyau. Mais nous ne la voyons pas rarement. On l'a connue à partir des années 1950, je pense, si je ne me trompe pas, à travers la bombe atomique, etc. Et maintenant, à travers les réacteurs nucléaires qui donnent quand même de l'électricité. Donc voilà, je m'arrête aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, donc vous les posez. Et demain, Inch'Allah, bon, j'aurais bien aimé faire 2 heures, jusqu'à 10 heures, pour que demain on fasse 1 heure. Et ça nous fera 2 séances d'1h30. Est-ce qu'on peut continuer jusqu'à 10 heures ou pas? Monsieur, Oui. Monsieur, j'ai pas compris la troisième en rouge. La troisième en rouge. En rouge. C'est une définition. D'abord, de la loi de Newton, F égale d2p sur dt.
je déduis que d de p égale f fois dt. D'accord. Si j'applique une force, ça veut dire quoi physiquement? Si j'applique une force pendant un temps dt, la quantité de mouvement varie de dp. dp, c'est une variation, c'est p0 moins p1, p1 moins p0, la p2 moins p1, mais très petit. Il tend vers 0. Si j'applique une force pendant dt, la quantité de mouvement varie de dp. تحكم كتلة طبعها شوية تأثر عليها بقوة pendant une seconde. كانت حابسة ولات عندها سرعة. Ça fait la quantité de mouvement. كانت 0 ولات ماشي 0. Donc elle a varié. D'accord. D'accord. Plus le temps est grand, plus la variation est grande. Maintenant, ça c'est pour un intervalle de temps très petit, dt qui tend vers 0. Maintenant, si vous avez un temps plus grand, de T1, vous appliquez la force entre T1 et T2. Quelle est la variation de la quantité de mouvement? C'est l'intégrale de ça. Vous dites que P à l'instant T2 moins P à l'instant T1, ça c'est le dP, mais très grand, donc c'est un delta P, est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de f de T dt, vecteur f. C'est-à-dire que si vous calculez Px, vous mettez Fx. Si vous calculez PY, vous mettez FY. Si vous calculez PZ, vous mettez FZ. Et à chaque fois, l'intégrale, ça c'est une propriété mathématique, l'intégrale d'une fonction, c'est quoi? C'est la surface qui est entre cette fonction, l'axe horizontal, et les deux droites verticales, T1 et T2. Mais ça, vous l'avez vu dans la vitesse, je pense. Quand vous passez de la vitesse à la position. Généralement, quand vous passez de la dérivée vers la fonction, oui, c'est la surface, ou bien l'aire algébrique. Ça, c'est une propriété mathématique. Est-ce que ça va? Alors, donc, je vous demande un peu de courage et de continuer jusqu'à 10 heures. Est-ce que ça vous va? J'ai besoin de gagner du temps. Bien sûr. Alors voilà, donc on va commencer maintenant. Oui. Donc là, je vais écrire directement. Donc cinquième, j'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon, je vais me rattraper. Donc, les lois de force. C'est quoi les lois de force? C'est l'expression de F pour chaque cas. Donc j'ai petit a, le poids. Là, je ne vais pas m'attarder. Je vais écrire P égale M fois G égale moins mg fois K. بغيت تلفنا ما بين بي تاع ام في و بي ام جي. ما تخافيش. Monsieur, الفوق كاتب égal moins mgh ماشي K. Non, j'ai mal écrit. J'efface.
Voilà, j'espère que je vais arriver à l'écrire. Donc, moins mg fois k. Ça, c'est une chose que vous connaissez. Alors, comment on a déterminé le poids? Comment on a trouvé cette relation P égale m fois g? Ça c'est la loi de force pour le poids. Comment on l'a trouvé? C'est simple. On prend plusieurs masses au même endroit et on les lâche. Chute libre. Et on mesure l'accélération. Et à chaque fois, on trouve que l'accélération égale g. Ça veut dire que je prends première mesure, je trouve A1 égale g. Bon, ou bien moins g. Kif, c'est pas un problème. Deuxième expérience avec une autre masse, A2 égale moins g, etc. A3 égale moins g. Voilà, donc on a trouvé toutes les accélérations égales. Maintenant, j'utilise la relation fondamentale de la dynamique. moins g. Bon, mais c'est parce que il a qu'un A d'une manière algébrique, elle est vers le bas, donc c'est un moins g. D'accord. Alors pour simplifier, on dit comme hagda, on dit vecteur, vecteur. Est-ce que ça va comme ça? On mesure et on trouve ça. À chaque fois. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais relation fondamentale de la dynamique. Je prends P1 égale M1 fois A1. Mais je trouvais que A1 est égal à G, donc c'est M1 fois G. Je prends P2, je lui applique la relation fondamentale de la dynamique, c'est M2 A2. Donc égal M2 fois G, etc. Donc à partir de là, je dis que P égale mg. J'ai trouvé la loi de force. Le poids, qu'est-ce qu'il vaut? D'accord. Une fois que je connais ça, je dis, allez, je vais vérifier est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que la loi que j'ai trouvée, elle est bonne ou pas? Je vais étudier un projectile. Donc ça, c'est la détermination. Je ne voulais pas faire ça, mais je l'ai fait finalement. Donc ça, c'est la détermination. Comment je détermine la loi de force? Maintenant, je veux faire une prévision. Prévision, c'est quoi? Je fais des calculs, après je fais l'expérience. Donc, les prévisions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier le mouvement, je vais étudier le projectile. Je fais d'abord un bilan des forces. Alors, quelles sont les forces que j'ai? J'ai uniquement P, que je connais cette fois-ci, qui est égal à M fois G. Maintenant, j'utilise la relation fondamentale de la dynamique. Donc, j'écris P égale mg. Ah, pardon, ma. Et ceci, à travers la loi de force, donc je sais que P égale mg. Ou bien donc je vais expliquer autrement, peut-être c'est plus simple. J'ai la loi de force que je connais. P égale mg. À partir de ces deux équations, qu'est-ce que j'ai déduit? Je déduis que ma égale mg. Et ça me dit que a égale à g. Donc j'ai trouvé l'accélération pour le projectile. C'est toujours a égale à g. Et quand je connais l'accélération, je fais une étude cinématique.
Donc je fais une étude cinématique et je peux déterminer la flèche H, la portée D et la trajectoire, etc. Maintenant je fais l'expérience. Monsieur, Oui. دي هذيك اللي من ترمز. D. عاود. وي. D هي la portée المدى في لو بروجيكتيل. واش عندكم الذروة هي H والمدى هو D. La trajectoire c'est une parabole هو قطع مكافئ. Et plein de choses. Donc quand je fais l'étude, c'est l'étude cinématique, je ne vais pas la faire, on l'a déjà faite. Donc on déduit ça. Après on fait l'expérience. Pour vérifier. Et on trouve de bons résultats, on dit que la loi de Newton elle est bonne. À partir de la loi de Newton, nous avons déterminé la loi de force, et à partir de la loi de force, on a pris un autre exemple de mouvement, pas la chute libre, et on a trouvé un bon résultat. Donc, la loi de force qu'on a déterminée avec la loi de Newton est correcte. Donc ça, c'était le premier cas. Donc nous allons voir 5 forces importantes dans cette section.